Biya est donc ce qu'on peut dire un lion blessé. Blessé parce qu'il a toujours su contrôler tous les gibiers autour de lui. Votre vie dépend de lui. Et il peut vous manger à tout moment, dans toutes les sauces. Soit en vous séquestrant, soit en vous empoisonnant, soit en vous envoyant à Kondengui, soit en vous assassinant, purement et simplement. Issa Chiroma a été victime de plusieurs tentatives d'enlèvement au Nigeria. Et nous en avons d'ailleurs parlé. Et le régime Biya était dans une sorte d'action de vouloir absolument le kidnapper. Le plan de kidnapping avec les services secrets devait tourner en un enlèvement orchestré par des éléments de Boko Haram. On devait voir peut-être Issa Chiroma dans une forêt avec des gens cagoulés. Après, on allait dire qu'on demande déjà telle rançon. Oh non, après, oh vraiment, il a été exécuté et tout ça. C'est pour ça que le régime Biya était en train de dire que celui-là, on ne va pas d'abord chercher à sortir ce qu'on a contre lui. Et compte tenu du fait que la communauté internationale s'intéressait déjà, alors le régime Biya a commencé à monter ses plans. Or, Issa Chiroma a des entrées, a étudié dans des services de renseignement. Et comme lui-même dit, il a une armée loyaliste. On ne peut pas sortir du gouvernement sans avoir forcément ses amis. Il a donc été au courant de ce plan qui consistait à un enlèvement, même pas pour traverser pour Yaoundé, mais uniquement disparaître avec lui en brousse et accuser bien évidemment les preneurs d'otages du Nigeria, les Boko Haram et ISWAP, et c'est terminé. C'est comme ça que ça allait se passer. Mais sauf que Issa Chiroma a été très malin. Il a donc réussi à sortir du Nigeria. Parce que du Nigeria, même au début de leur plan, c'était de l'enlever comme on avait fait avec, bien sûr, le président amazonien, Ayub Tabe, et partir avec lui à Kondengui. Mais là-bas encore, c'était un gros risque. À l'instar des Américains qui n'ont pas voulu courir des risques avec Ben Laden. Il fallait l'éliminer, sauf que les Américains ont assumé. Ils ont dit que c'est eux. Mais le régime Biya, lui, il ne devait pas assumer. Il devait plutôt maquiller un enlèvement par des hommes mal intentionnés qui font des rapts au Nigeria, qui demandent ceci et cela. Ils n'ont donc pas eu le temps de pouvoir agir, de pouvoir s'introduire, de pouvoir le kidnapper et d'aller finir avec lui parce qu'ils savaient, comme je vous le dis, que vivant au Cameroun, le Grand Nord allait toujours continuer et peut-être même Yaoundé, ça devait être invivable. Kondengui allait bouillonner. Donc le plan, c'était totalement le faire disparaître. Mais comme ce n'est pas sur leur territoire, c'est ailleurs, puisque le régime camerounais a des possibilités de pénétrer grâce aux accords, non seulement avec le Nigeria ou le Tchad, de pénétrer pour aller combattre Boko Haram en territoire nigérian. Donc on ne peut pas contrôler, d'autant plus que Issa Chiroma a dû quand même les humilier en disant qu'il ne va pas négocier. Donc on sait qu'il va les mettre en difficulté. Le plan de kidnapping donc, ayant échoué, le régime Biya a été informé que Issa Chiroma est en Gambie. Et comment ça s'est passé? La Guinée équatoriale dirige en fait les services de renseignement africains à travers l'Union africaine où elle avait financé. Mais je vais y revenir. Je vais d'abord dire, tout se joue avec la visite du vice-président de la Guinée équatoriale
au Cameroun, Théodorin Obiang. Regardez très bien qu'il va recevoir, qui sera reçu par Biya. Avant maintenant de tromper aux gens que, oh, il est parti à la Sonara, on a fait ceci, on a... Non, non, non. On vous parle du pétrole, on parle des accords, on parle ceci. Mais ça fait depuis qu'on maltraite les Camerounais. Ça fait depuis que la Guinée équatoriale exploite son pétrole. Ce n'est pas maintenant que la Guinée équatoriale va sortir de nulle part et venir directement au Cameroun dire que maintenant on va négocier et tout et tout. Non. La Guinée équatoriale a offert à l'Union africaine la somme de 20 millions de dollars. Je dis bien 20 millions de dollars. Le 20 millions de dollars, c'était l'équivalent de 11 milliards 311 millions de francs CFA. De quoi s'agissait-il? C'était pour construire ce qu'ils ont appelé l'OCISA, siège du Comité de renseignement et de sécurité africain. C'était donc pour coordonner les services de renseignement entre les dictateurs africains. Donc c'est la Guinée équatoriale, hors du Cameroun, qui avait déjà pris le relais de Issa Chiroma, de l'espionner, de savoir à quel moment et où il se trouve exactement. Voilà pourquoi est-ce que Théodorin arrive au Cameroun. Pour ne donc pas réussir cette opération, parce que je vais vous dire ce que la Guinée équatoriale a déjà eu à faire et ce qu'elle devait faire pour organiser ce rap. Vous allez voir que la Gambie va faire une sortie juste après un jour qui n'est pas ouvrable, un dimanche. Pourtant, Issa Chiroma était là depuis. Ils nous disent qu'il était là depuis le 7 novembre. Mais dès que la Guinée équatoriale a vu ça, dès que la Gambie a vu ça, dès que la Gambie a vu ça, ils ont dit, c'est fini. Ces gars, ils savent que Issa Chiroma est ici et ils viendront le kidnapper. Voilà pourquoi, un jour non ouvrable, vous avez un communiqué de la Gambie qui dit, nous on n'est pas là pour déstabiliser parce que le régime allait dire ceci et cela. On n'est pas là pour servir de base arrière par rapport à ceci et cela. Parce que la Gambie veut se couvrir. Que si le Cameroun et la Guinée équatoriale organisent une telle action, c'est-à-dire que l'assassinat de Chiroma ou son enlèvement en Gambie ne dépendra pas de l'État gambien ou du gouvernement gambien, mais plutôt d'une opération de commando orchestrée par Paul Biya et aussi Obiang Nguema. C'est pour ça que la Gambie, pour se couvrir, va donc utiliser aussi le Nigeria pour révéler que non, c'est le Nigeria qui nous a donné le OK, donc on travaille avec le Nigeria. Parce que le Nigeria savait que Issa Chiroma, là-bas, ne pouvait plus avoir la sécurité parce que les services de renseignement de la Guinée équatoriale qui servent à tous les intérêts des dictateurs africains, on ne pouvait pas s'en sortir. À titre d'exemple, vous voyez le Togo de Yancibé. Les opposants équato-guinéens sont partis se réfugier où? Au Togo. Mais le CISA, que j'ai dit, Comité de renseignement et de sécurité africain, a réussi l'exploit avec, bien évidemment, la complicité
de Faure Gnassingbé a enlevé ses opposants au Togo et les ramener en Guinée équatoriale. Autre opération. En 2019, il y a des opposants équato-guinéens qui se réfugient au Soudan. Toujours avec ces services de renseignement. Vous regardez un petit état comme ça. En 2019. Ils ont été arrêtés au Soudan du Sud, au Sud-Soudan, puis transférés à Malabo. Donc, Biya a besoin de leur expertise. Mieux! Puisque en Guinée équatoriale, il n'y a qu'un seul parti politique qui est admis à être dans l'opposition, tous les autres ont été. Les derniers opposants qui restaient donc en Guinée équatoriale, ils ont dû s'exiler. Ils sont allés en Espagne pour être même encore en sécurité. Ils ont rejeté la nationalité équato-guinéenne. Ils ont pris la nationalité espagnole. Malgré tout, la Guinée équatoriale d'Obiang a réussi à aller enlever Feliciano Effa Mangué, un opposant. On l'a mis dans l'avion avec un autre nom, forcé. Ils sont arrivés avec lui, tout juste parce qu'ils avaient suivi. Quand ils arrivent avec lui, on commence à le torturer. La justice espagnole fait une sortie disant que on va maintenant poursuivre les autorités de Guinée équatoriale. 2 semaines après, l'opposant est tué dans la prison de Mongomo, à l'est de la Guinée équatoriale. Il était avec un autre opposant qui lui aussi avait été enlevé. Donc imaginez, on va enlever, comme vous avez vu les gars de la DGRE venir ici pour enlever des gens et rentrer avec eux au Cameroun. Ils bénéficient du soutien du petit État qu'on appelle la Guinée équatoriale. Et qui est derrière ça? Les fils d'Obiang Nguema, eux-mêmes, c'est l'équipe Cordon. Parce que le 4 janvier 2024, Théodoran Obiang, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est lui qui l'a nommé le vice-président, va déclarer comme Atangadji que non, les gens qui sont réfugiés en Espagne ou la diaspora, c'est des terroristes. Voilà comment est-ce qu'on va les enlever. Il est vice-président. Et qui coordonne le service de renseignement? C'est un autre fils de Obiang qu'on appelle Carmelo. Carmelo Obiang. Carmelo Ovo-Obiang. Donc, quand vous êtes un opposant, on confie à la Guinée équatoriale. Dès que vous sortez de votre pays. Et c'est la Guinée équatoriale qui doit donc faire ça. Et pourquoi la Guinée équatoriale va faire ça? C'est là où ça devient très important. Mesdames et messieurs, vous savez que lorsque Yaya Jammeh est renversé, ou plutôt est chassé par la CEDEAO, avec la bénédiction de l'Union européenne, et derrière il y avait le Nigeria, qui va demander l'exfiltration de Yaya Jammeh? C'est Obiang Nguema. Donc, Alpha Condé va en Guinée, le prend. Et Alpha Condé était à l'époque président de l'Union africaine.
ils le chopent, ils sortent de Banjul, ils arrivent à Conakry, dans la capitale de la Guinée équatoriale, quelques escales, quelques heures, et puis Yaya Jammeh atterrit où? En Guinée équatoriale. Il est donc sous la protection. Il est sous la protection d'Obiang Nguema. Or, Yaya Jammeh a décidé qu'on doit d'abord confisquer par la justice les biens de... Enfin, Adama Barrow a décidé qu'on doit confisquer les biens de Yaya Jammeh. Tout ce qu'il a volé. Et par la suite, l'Union européenne lui a demandé de créer un tribunal criminel spécial, comme au Rwanda, avec un procureur qu'ils ont déjà nommé. Et ils vont faire ce tribunal en partenariat avec la CEDEAO. L'Union européenne a donc financé. Et la première condition de Banjul, donc de Adama Barrow, il a demandé à la Guinée équatoriale de faire que, d'extrader Yaya Jammeh qui est chez eux. Les Américains ont mis des sanctions contre sa femme qui aussi volait comme Chantal Biya. Parce qu'il faut quand même dire que Yaya Jammeh, selon les estimations, il a volé 1 milliard de dollars l'équivalent. Et ce qu'on a retrouvé dans ses comptes, 200 milliards, avec beaucoup de voitures de luxe, comme ce qu'il a laissé, parce que d'autres il est parti avec en Guinée équatoriale, 131 propriétés immobilières, 88 comptes bancaires en Gambie, et puis à l'extérieur. On attend donc que la Guinée équatoriale fasse cela. La Guinée équatoriale refuse Obiang Nguema. Et maintenant, Obiang Nguema, voyant Biya en difficulté, il dit le moment est bien tombé. Puisque Obiang Nguema a commencé à faire que Yaya Jammeh ressorte. La preuve, c'est qu'en début d'année, subitement, Yaya Jammeh, qu'on refuse d'extrader, il dit lui, il va arriver. Il va arriver en Gambie. Il va reprendre son parti. La preuve, c'est qu'il a même il va reprendre son pouvoir. La preuve, c'est qu'il a même déjà récupéré son parti. Il est financé par qui? Par la Guinée équatoriale. Donc les gars se sont donc dit, il faut renverser le régime de Banjul. Voilà là où est la visite. Voilà le plan pour aller renverser d'abord le régime et par la suite arrêter Issa Chiroma. C'est-à-dire que le nouveau président Yaya Jammeh revient, on l'installe et tout, parce que la Guinée équatoriale a beaucoup d'argent et tout. Après, on se retrouve en train de le juger, comme vous avez entendu les propos d'Atangadi qui parlent déjà de révolution, de sédition, de tout et tout. Voilà les plans du régime Biya. Avec les bandits de Banjul en complicité avec la Guinée équatoriale. L'avocat américain Ray Brody a sollicité le soutien du Nigeria, du Ghana et du Sénégal pour lancer des poursuites contre Yaya Jammeh et aussi ceux qui refusent qu'il soit extradé. C'est-à-dire, en fait, on dit, vous abritez un malfaiteur, un voleur, quelqu'un qui a tué des gens et qui devrait être jugé pour les crimes contre l'humanité. Obiang trouve donc que voilà l'occasion avec Biya d'en terminer avec cette histoire. Avec cette histoire de Adama Barrow qui va tout nettoyer. Voilà pourquoi ils sont venus à Yaoundé. Et pourquoi Issa Chiroma va donc? Il reste en Gambie.
Pourquoi choisir? C'est non seulement pour les problèmes de l'environnement géostratégique, mais aussi au Cameroun, mais aussi en Afrique. Il y a l'ethnie. Vous savez que Paul Biya, avec Olivier Nguema, et un autre, Obiang Nguema, et d'ailleurs c'est Olivier Nguema qui nous a révélé ça, qui voulait mettre en place un régime ou un État Ekambeti. Olivier, lui, il était sorti comme ça pour dire notre père est Kambeti, donc ceci et cela et tout et tout. Mais là aussi, ayant constaté qu'il était juste à côté, non seulement de la Guinée équatoriale, mais aussi avec la frontière avec le Nigeria, il a donc filé en Afrique de l'Ouest. Là, il sait que pour qu'on l'enlève, il faudrait l'autorisation de plusieurs États. Le régime Biya ne peut donc arriver que pour peut-être faire dans la lâcheté un assassinat, comme il sait en faire. Puisqu'ils avaient dit aussi, ils peuvent. C'est-à-dire que si Banjou ne sortait pas vite, pour dire que, vous savez, les gens là, ils veulent déjà venir ici. Ils veulent déjà faire ceci et cela. Et Issa Chiroma, lui, il savait que la Gambie n'a pas une ambassade du Cameroun. Tout comme aussi, le Cameroun n'a pas, tout comme aussi, la Gambie n'a jamais installé une ambassade au Cameroun. Mais mieux, comme j'ai parlé de la tribu. Issa Chiroma est Peul, donc il a une famille. Et Yaya Jammeh, pas Yaya Jammeh, je voulais dire, Adama Barrow, il est aussi Peul. Or, les Peuls aujourd'hui, devant l'hégémonie des Biya et compagnie, doivent aussi faire un soutien communautaire. Parce qu'il faut se dire qu'en Afrique, il y a plus de 40 millions de Peuls. C'est-à-dire que quand vous parlez de Peuls, il y a les Foufoudés, il y a les Foulani, il y a ceci. Tout ça, c'est des Peuls. Et ils sont répartis dans plusieurs États africains. Et que Issa Chiroma a senti que ici, il sera peut-être mieux couvert que s'il était exposé au Nigeria, même comme au Nigeria, il y a les Peuls. Et quand on parle justement de ça, vous allez voir que je vais vous donner quelques statistiques. Dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, vous avez les Peuls au Soudan, en RCA, au Nigeria. Par exemple, au Nigeria, il y a 16 800 000 Peuls. Vous voyez ce que ça veut dire? En Guinée-Conakry, il y a 4 900 000 Peuls. Au Sénégal, il y a 3,5 millions de Peuls. Au Mali, 3 millions de Peuls. Au Niger, 1,5 million de Peuls. En Mauritanie, 4,2 millions de Peuls. Au Burkina, 1,2 million Peuls. Au Tchad, 580 000 Peuls. En RCA, 250 000 Peuls. En Gambie, un petit pays comme celui-là qui compte à peine 2 millions d'habitants, c'est 320 000 Peuls. Sachant que le Cameroun a 3 millions de Peuls. Donc, ils se sont dit que Issa Chiroma est chez lui. Et c'est ça qui énerve et qui dit. Parce que chez eux, ils ne savent pas beaucoup trahir. Donc, c'est une opération, c'est que tant que Issa Chiroma est dehors, c'est un grave danger. Et je vous ai donc dit que l'autre danger, c'est quoi? C'est que Biya lui-même, il est actuellement là. Il sait que des mouvements peuvent être créés.
Pas forcément par Issa Chiroma, mais ne serait-ce qu'au niveau de la République centrafricaine, puisque la frontière, aujourd'hui, on a des mercenaires qui quittent de là-bas. Au Tchad, bien évidemment, les gens viennent du Soudan, donc beaucoup sont aussi peuls. Et Biya ne peut pas oublier que en 2020, le général Bozizé a failli revenir au pouvoir en République centrafricaine. Il s'était installé vers la lisière du Cameroun. Et c'est là-bas où ces rebelles faisaient des incursions. Il a fallu que le président Touadéra dise à Poutine, je suis mort, je vais te donner tout ce que tu veux. Renforce-moi les Wagner. Donc ce sont ces Wagner qui ont été repoussés vers le Cameroun. Ils sont donc là. Et il y a les Amazoniens de l'autre côté. Sans oublier qu'il y a la porosité avec le Tchad. Et depuis un certain temps, on vous parle de ce qui est, il y a une armée invisible. Et même le BIR est divisé. Et autre élément. On a vu des vidéos. On a vu des gens en moto, comme des Amazoniens, dans les champs, dire qu'ils avaient pris la direction, qu'ils sont en train de prendre la direction de Yaoundé. C'est pour ça que vous voyez que le chef d'état-major de l'armée, René Meka, a demandé à l'armée de ne pas bouger dans les villes. Parce qu'ils ont des informations qui deviennent de plus en plus claires. Que Biya peut aussi être poussé à la sortie, comme les autres. Et quand on regarde donc ce qui se passe, vous allez aussi voir d'autres phénomènes qui sont arrivés. C'est-à-dire qu'en pleine crise post-électorale, vous avez appris qu'il y avait une armée qui est passée à Douala, dans les marchés. C'est-à-dire que le gouverneur demande aux commerçants d'ouvrir les boutiques et les gens en tenue sont arrivés pour demander aux commerçants de fermer les boutiques. Ces gens-là, ils étaient commandés par qui? Ils sortaient d'où? On ne nous a rien dit. Quelque temps après, on a vu en plein cœur de Yaoundé, dans des marchés, des hommes en tenue qui disaient, les gens là arrivent. C'était la panique. On courait à gauche et à droite. Le gouvernement n'a jamais eu à donner une explication. Qui étaient ces gens qui arrivaient à Yaoundé? Il y avait une panique partout. Et même pendant la même période, on a entendu des détonations du côté des Tutsis. Le régime n'a pas communiqué. Et comme je vous ai dit que Biya, désormais, est gardé par totalement les étrangers. Ça veut dire que lui-même, il est en train de redouter de quelque chose. Mais là également, vous avez la sortie d'un journaliste d'investigation français qui fait des révélations disant que, bien évidemment, après une enquête, il a découvert que des gens étaient en train de s'organiser peut-être pour lancer un assaut sur Yaoundé. Même si je ne crois pas en ça à 100%. Mais les éléments que nous avons, qui sont un peu concordants, non seulement à partir de la Guinée équatoriale, mais aussi à partir des services de renseignement étrangers, c'est qu'il devrait avoir quelque chose, il peut arriver quelque chose au Cameroun. Qui est derrière ça? Bien évidemment, lui, il va faire des conclusions que je vous permets juste d'écouter, où il parle d'ailleurs de la France. Moi, je n'accuse personne quand je n'ai pas d'éléments. Mais il parle de ce que lui-même il a mené comme enquête à Yaoundé, même comme il y a quelques approximations, mais ne prenez pas ceci à la légère. D'abord, les ambassadeurs.
L'enquête que vous allez visionner sur le Cameroun a bien failli ne jamais être publiée. Elle a même été à deux doigts de me coûter la vie. Alors que je me trouvais en reportage à Douala, je suis tombé dans une sorte de guet-apens. J'ai manqué de finir transformé en passoire, en gruyère ou en vieille chaussette pleine de trous. Ce sont des choses qui arrivent parfois aux journalistes qui fouillent là où ils ne devraient pas. L'histoire que je vais vous révéler n'aurait jamais dû tomber entre mes mains, plutôt dans mes oreilles. Et pour cause, elle risque bien de bouleverser le destin du Cameroun, et même de toute l'Afrique centrale. C'est une affaire explosive qui mêle guerre de succession au président Paul Biya, mercenaire tchadien et centrafricain que l'on a infiltré au Cameroun en prévision d'un putsch. Et derrière tout ce micmac plane l'ombre de barbouzes français qui ne sont jamais bien loin lorsqu'il y a du grabuge en Afrique. Avant de lancer le générique et de vous révéler un projet de coup d'État au Cameroun, vous pouvez vous abonner à cette page, je crois quand même, que je préfère recevoir des likes plutôt que des balles. Chronique de France-Afrique au cœur d'un complot, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Les gens m'avaient parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours la puissance coloniale. On y va. Le Cameroun est menacé de 1000 dangers. Déjà, à l'intérieur du pays, on a la guerre oubliée dans la zone anglophone, Boko Haram qui menace le nord, et surtout un vieil autocrate de 92 ans, Paul Biya, qui vient d'écraser les Camerounais pendant près d'un demi-siècle. Et ça encore, c'est peut-être pas le plus grave, parce que pour Biya, après lui, c'est le déluge au Cameroun. Le pays semble sur le point de sombrer dans l'abîme et de se déchirer entre les clans qui entourent le président et qui rôdent déjà autour du pouvoir, comme des charognards autour d'une proie. Le secrétaire général de Biya, Ferdinand Gongo, son directeur de cabinet, Samuel Mvondo Ayolo, le propre fils de Biya, Franck, le neveu par alliance du président et ministre des Finances, Louis-Paul Motadze, rêvent tous d'accéder à la magistrature suprême, à moins qu'ils ne se fassent voler la vedette par un militaire qui ferait un putsch et qui appartiendrait bien sûr au BIR, le bataillon d'intervention rapide, la garde prétorienne de Biya, qui est encadrée par des mercenaires israéliens. Et tout ça, bien sûr, c'est sans oublier le rôle que pourraient jouer demain des opposants comme Maurice Kamto ou Issa Chiroma Bakary, l'ancien ministre de la Communication qui a osé défier Biya lors de la dernière présidentielle et qui continue de revendiquer la victoire. Tous, ses ennemis comme ses proches, scrutent l'état de santé forcément chancelant de Paul Biya, surtout que celui-ci finit régulièrement hospitalisé, comme en 2024 à Genève, où la rumeur publique le déclara même décédé. Les chats ont peut-être 7 vies, mais lui, Paul Biya, il a déjà eu 7 morts. Mais où est donc Paul Biya? Depuis plus d'un mois, la question est sur toutes les lèvres au Cameroun. La famille, le président Paul Biya du Cameroun a disparu. Paul Biya est-il toujours aux commandes? En ce début de semaine, nous allons prier pour le président Paul Biya du Cameroun. Cette vidéo, filmée le 4 septembre dernier à Pékin, montre la dernière fois que le président camerounais est apparu en public. Depuis cette date, le dirigeant de 91 ans a disparu des radars. Cette absence prolongée de la sphère publique suscite des rumeurs sur son état de santé et le 8 octobre, un média en ligne a carrément annoncé la mort du chef d'État camerounais. Jusqu'ici, Paul Biya a toujours fini par revenir d'entre les Maccabées. Mais il est évident que ça ne durera pas des plombes. Dans l'ombre du dictateur nonagénaire, dans les coulisses du pouvoir camerounais, la bataille pour la succession est déjà lancée. Et chaque clan autour du président, chaque officier un peu influent de l'armée, chaque opposant même, compte ses fidèles. Et parfois, ça ne suffit pas. On n'a pas assez de troupes pour être assuré de l'emporter le jour venu, quand Biya sera décédé, ou lorsqu'il sera trop malade pour encore apparaître en public. Alors, certains regardent au-delà des frontières du Cameroun. Et c'est là que notre incroyable histoire commence. À l'est du pays continent, comme on l'appelle, se trouve la République centrafricaine, qui pendant des décennies a été la proie de bandes armées qui se faisaient pompeusement appeler rebelles et qui auraient pris l'habitude, entre deux pillages et tueries, de se vendre aux plus offrants. C'est ainsi que quelques centaines de mercenaires originaires du Tchad et de la Centrafrique furent embauchés en 2017 pour tenter de renverser le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema. Leur chef, le chef de ces mercenaires, s'appelait Haroun Bata et il est décédé depuis lors. Mais ces hommes, eux, sont restés sur les terrains. Ils sont aujourd'hui autour de 300, cantonnés au nord-ouest de la Centrafrique, près des frontières avec le Tchad et surtout
avec le Cameroun. Il y a quelques mois, je vous avais raconté comment ce même petit groupe rebelle s'était allié au seigneur de guerre centrafricain Armel Sayo, qui voulait s'emparer du pouvoir à Bangui et virer le président Faustin Archange Touadéra. Mais la particularité de ces mercenaires, c'est qu'en plus de des combattants aguerris, ils ont des appuis à Paris. Écoutez ce mystérieux Français qui donne des ordres à ces rebelles dans un audio que je me suis procuré et que je vous diffuse pour la première fois. En ce qui me concerne, vous connaissiez effectivement Armel Sayo depuis, vous avez été ensemble pendant des mois ou 2 ans, je ne sais pas. Mais moi, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Et je connais tous les membres de sa famille. Et j'étais là également, et tout est parti de mon bureau pour liquider vos idées. Alors, s'il vous plaît. Je vous écoute. Alors, je vous demande de vous organiser pour remettre l'argent. J'espère que je suis clair. Vous savez que c'est de l'argent investi. Des actions armées. Si ce n'est pas remis, vous savez très bien ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? J'en espère que vous comprenez. Vous avez une famille. Je ne souhaite pas cela. Ce Français n'est pas un inconnu. Il s'appelle Roger Sebag. Ce vieux de la vieille de la France-Afrique a roulé sa bosse dans toutes les barbouzeries possibles et inimaginables. Il a déjà appuyé le général Diendéré lors de sa tentative de putsch au Burkina Faso en 2015. Des audios de Sebag donnant des instructions à Diendéré a fuité sur RFI, mais la justice française ne l'avait jamais inquiété, comme si Sebag était protégé. Et voilà notre Roger national, revenu dans la danse 10 ans plus tard, fomentant des complots en Afrique centrale. Car après l'échec de leur offensive sur Bangui, la bande de mercenaires tchadiens et centrafricains se sont retrouvés le bec dans l'eau. Heureusement, ils ont vite retrouvé du travail dans un autre pays, au Cameroun. Un mystérieux intermédiaire les a embauchés pour une opération visant à prendre le pouvoir à Yaoundé. Et ce n'est pas une blague. D'après des audios qu'une source m'a confiés, c'est même très sérieux. Oui, mon général. Je voudrais ici faire suite à notre entretien d'hier. Notre entretien d'hier relatif au déploiement de nos troupes sur le terrain avant le lancement des opérations. Je pense que je vais vous remettre les cartes nationales d'identité camerounaises. Et ces cartes nationales d'identité serviront à nos hommes pour entrer sur le sol camerounais. Ils sont toujours là, on essaie de distribuer les cartes d'identité, quoi, que c'est pour les fausses sélections. Voilà alors. Bédoua, Garabouaï, Menganga, Gandéré. Ça veut dire qu'ils ont été repartis sur l'ensemble du territoire, enfin, du trajet. Vous savez, de Garabouaï jusqu'à Yaoundé, c'est une seule route. Effectivement, d'après mes informations, un petit groupe de ces combattants est discrètement entré au Cameroun, juste avant l'élection présidentielle d'octobre, où Paul Biya a été déclaré vainqueur dans des conditions extrêmement contestées. Ces combattants, habillés en civil et détenteurs de fausses cartes d'identité camerounaises, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, ont reçu de l'argent. Ils ont été répartis en 5 équipes et pris position dans plusieurs villes sur la route de Yaoundé. C'était la première étape d'un plan bien plus ambitieux qui devait voir le reste de ces troupes fondre depuis la frontière centrafricaine sur le Cameroun et notamment sur Yaoundé, la capitale, dans une opération éclair. Les petits groupes d'hommes qui vont être déployés avec les cartes nationales d'identité, ce sont eux qui serviront d'éclaireurs avant votre entrée, avant votre percée fulgurante en direction de la capitale. Ça veut dire, quand ils vont arriver, ils vont identifier tous les postes de contrôle. Il y en a beaucoup. Tous les postes de contrôle importants qui peuvent ralentir votre avancée. Donc, leur mission seront d'écarter le danger dans ces différents postes de contrôle. Ça veut dire que c'est là-bas qu'ils prendront position, dans ces postes de contrôle-là, cette nuit-là. Ce sont eux qui mettront hors de danger le passage, vous comprenez un peu, de vos véhicules. Donc leur mission sera de prendre position dans ces postes de contrôle, que ce soit le poste de contrôle entrée-sortie de Bédoua, le poste de contrôle entrée-sortie d'Abamban, le poste de contrôle entrée-sortie d'Akonolinga, le poste de contrôle entrée-sortie de Garabouaï, et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout. Ces mercenaires ne doivent pas prendre le pouvoir tout seuls.
L'idée, c'est qu'ils doivent venir en renfort d'un clan à Yaoundé qui viendrait cueillir le pouvoir à la mort de Biya ou en profitant d'une période de troubles comme le Donc ce n'est pas un vient de la opposant. vivre. Le tout en bénéficiant de l'appui de féroces combattants tchadiens et centrafricains déguisés en Camerounais. D'ailleurs, le mystérieux commanditaire de ce coup d'État prétend être bien implanté à Yaoundé et avoir de solides appuis dans l'armée camerounaise. À 23h30, l'état-major donne le feu vert et ils ouvrent le feu sur tous les postes de contrôle. Ils prennent le contrôle de tous les postes de contrôle jusqu'à la frontière de Bankomo. Eux-mêmes, ils sont désormais là debout avec les uniformes de gendarmes. Donc, tous ceux qu'ils ont écrasés là, ils prennent leurs uniformes, ils portent comme s'ils étaient. Voilà. Et ils ouvrent toutes les barrières. Ils se rassurent que la voie est libre parce que les pick-up, les renforts, vos pick-up et les renforts, les blindés viendront à grande vitesse pour foncer en direction de la capitale. La première unité qui serait devant, c'est celle qui part en direction de Yaoundé, de la capitale. Parce que celle-là doit être la plus puissante, la plus équipée, la plus armée et la plus nombreuse. Ceux maintenant qui vont s'arrêter à Bétois, eux ils seront en deuxième position. Parce que les combats seront rudes du côté de Bétois. Quand je me suis retrouvé au Cameroun en reportage fin octobre, et alors même que mes sources me disaient que l'attaque prévue était imminente, j'ai voulu savoir qui était ce mystérieux intermédiaire camerounais et qui était vraiment derrière cette tentative de putsch. Savoir quel était le rôle exact de ces barbouzes français, notamment de ce Roger Sebag, qui semble cornaquer la bande de rebelles stationnés en Centrafrique. Et je peux vous dire que cet excès de curiosité, finalement classique chez un journaliste, a failli m'envoyer 6 pieds sous terre. Alors bon, le scénario, il n'est pas exceptionnel, c'est pas vraiment digne d'un roman de Ian Fleming. Le mystérieux intermédiaire, qui avait embauché les mercenaires, m'avait donné un rendez-vous un soir tard, dans un quartier pas très safe de Douala, et j'ai eu l'idiotie de m'y rendre. Surtout que les rues étaient désertées à cause des manifestations des jours précédents, qui avaient été durement réprimées par les forces de l'ordre. La seule chose qui m'a sauvé la vie, c'était que mes agresseurs, ils étaient au nombre de 3, dont un était armé d'un pistolet, ne savaient pas que j'étais un blanc un peu baroudeur et que j'avais pris une mototaxi. Mes bourreaux ont cru que j'étais dans la voiture qui se trouvait juste devant moi, ce qui a laissé le temps au taxi-moto que j'avais pris de faire demi-tour à toute allure en croyant être tombé sur des braqueurs. Si tu vois la vidéo, l'ami, sache que je te dois une fière chandelle. D'ailleurs, c'était visiblement le plan de faire croire que j'aurais été victime d'une agression crapuleuse, un grand classique au Cameroun, où on aime à se débarrasser des gêneurs en les faisant assassiner lors d'une agression nocturne ou d'un cambriolage. Souvenez-vous du théologien protestant français Éric de Putter, tué en 2012, ou même du journaliste Martinez Zogo, assassiné plus récemment en 2023. Alors je crois que j'ai eu une chance de cocu, et j'ai pu rentrer en France, où j'ai quand même continué à être menacé de mort par l'armée numérique du régime Biya. Mais plus inquiétant, mes comptes sur les réseaux sociaux ont été victimes de tentatives de hacking, comme si on ne voulait pas que cette affaire sorte au grand jour. La Fédération européenne des journalistes a d'ailleurs émis une alerte à ce sujet, et j'ai porté plainte. Je voulais vous raconter cette histoire, avec toutes ces zones d'ombre que je n'ai pas réussi à comprendre. Mais ne dit-on pas que lorsqu'on croit avoir compris quelque chose au Cameroun, c'est que l'on n'a rien compris. Je ne crois pas être le seul à être dans le doute. Lorsqu'il a appris que des combattants tchadiens étaient embarqués dans cette sale affaire de tentative de coup d'État, le président du Tchad, Mamad Déby Itno, a cherché à en savoir plus. Et il a fait demander à Issa Chiroma Bakary, l'opposant, par l'intermédiaire d'un ancien ministre de la Sécurité tchadien, si Chiroma était derrière tout ça. Ce à quoi l'opposant a répondu que c'était pas lui, que les mercenaires opéraient de toute façon hors de sa zone d'influence qui se situe au nord du Cameroun, plutôt du côté de Garoua. Le complot serait alors fomenté par un membre du clan Biya qui voudrait prendre l'avantage sur ses rivaux. Mais lequel? Mystère et boule de gomme. Quoi qu'il en soit, la grande majorité des Camerounais vivent aujourd'hui dans une double terreur. La terreur du moment, incarnée par le régime de Biya, qui n'hésite pas à faire taire toute voix dissidente. Et aussi la terreur du lendemain, où on sait que des éléphants n'hésiteront pas à faire couler le sang et à saccager la terre pour régner à leur tour sur le Cameroun. Et ce, avec la complicité de puissances étrangères, et notamment de la France. Des révélations très troublantes, et surtout que, ensuite, un Français dit, avec la complicité de la France. Puisque ce n'est pas moi qui ai mené l'enquête, j'ai juste voulu vous partager cet élément. Et d'ailleurs, il y a justement le Conseil camerounais de la diaspora qui a écrit à Emmanuel Macron, à l'ONU, à l'Union européenne, au BRICS, au Commonwealth, à la francophonie, Amnesty International, à Human Rights Watch, Transparency International, la CPI, la FIDH, Reporters sans frontières, Curatorium Académie du droit international de la haie, UNESCO,
Et puis, bien évidemment, Élysée Matignon. Et bien évidemment, c'est un courrier qui est un peu long pour parler justement du comportement de la France qui semble ne pas soutenir officiellement Biya, mais qui parfois peut jouer dans deux camps différents. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passera et qu'est-ce qui se passe donc? Toujours est-il que, comme je vous le disais, au niveau des tout-dits, Biya fait très attention et la sécurité a été renforcée. Si tel n'était pas le cas, s'il n'y avait pas d'inquiétude, l'armée ne resterait pas. Et surtout, il y a beaucoup d'interrogations sur tous ces militaires qui, faut-il le dire, avec la crise, d'ailleurs, au niveau de l'Est du pays, on a constaté que le commissariat de Bertois avait été attaqué par des assaillants. Et puis les policiers ont dit qu'ils avaient été trahis par des militaires qui ont préféré plutôt laisser les casseurs le faire. Qui étaient donc ces militaires? Là encore, aucune enquête n'a donné leur identité, n'a révélé leur objectif. Mais quand on sait que le Cameroun est parti allumer des feux un peu partout au niveau des frontières, qu'il y a Boko Haram, qu'il y a les coupeurs de route, qu'il y a aussi des franges de l'armée qui sont divisées, l'armée est balkanisée, mais aussi, suite à certains avantages qui ne sont pas redistribués, on s'est dit, ça risque de barder.